Dans le coffre-fort poussiéreux d'un notaire parisien, on a retrouvé une enveloppe cachetée portant l'écriture tremblante de Simone Signoret. À l'intérieur, une seule phrase griffonnée au stylo rouge. « Cote 0. Je ne partirai pas. Je resterai pour qu'il me voie mourir. » Cette lettre datée de 1961 n'a jamais été ouverte du vivant de l'actrice. Les avocats de la succession l'ont cachée pendant des décennies, craignant qu'elle ne détruise l'image du couple le plus admiré de France. Mais aujourd'hui, nous pouvons enfin révéler ce que contenait ce testament de la douleur. Qui était destinataire de ces mots terrifiants? Pourquoi Simone a-t-elle choisi de transformer son propre corps en arme de vengeance? Et surtout, quel secret inavouable l'a poussée à orchestrer sa propre destruction physique, vers après vers, année après année, sous les yeux horrifiés de celui qu'elle aimait encore? L'histoire commence bien avant cette lettre maudite, dans les années glorieuses où Simone Signoret régnait sur le cinéma français comme une reine incontestée. Nous sommes en 1958, et la France entière vénère ce couple mythique formé par Simone et Yves Montand. Lui, le chanteur au charme ravageur, la voix de velours qui fait chavirer les cœurs dans les music halls bondés. Elle, l'actrice au regard profond, celle qui incarne l'intelligence et la sensualité française dans chaque rôle. Ensemble, ils représentent l'aristocratie du talent, le couple parfait que tout le monde envie. Les photographes les traquent sur la croisette à Cannes, les magazines féminins décortiquent leurs tenues, leurs sourires complices, leurs mains entrelacées. Personne ne sait encore que derrière ces sourires éclatants se cache déjà une fissure invisible, une jalousie sourde qui ronge Simone chaque fois qu'une admiratrice s'approche un peu trop près de son mari. Car Yves Montand n'est pas un homme ordinaire. Né Ivo Levi, fils d'immigrés italiens, il a gravi tous les échelons de la gloire à la force de sa voix et de son magnétisme animal. Les femmes se pâment littéralement à ses concerts. Simone le sait, elle l'a toujours su, mais elle pensait être différente, être celle qui avait dompté ce fauve, celle pour qui il avait renoncé à toutes les autres. Leur mariage en 1951 avait été célébré comme l'union de deux géants. Simone avait déjà remporté le prix d'interprétation à Cannes pour « Côte Casque d'or ». Montand triomphait à l'Étoile. Ils formaient un empire à deux, une forteresse d'amour et de succès que rien ne semblait pouvoir ébranler. Pourtant, dans l'intimité de leur appartement de la place Dauphine, Simone commençait déjà à compter les verres de whisky qu'elle buvait seule, tard le soir, quand Yves rentrait d'une énième soirée mondaine où elle n'avait pas été invitée. Les amis proches du couple racontent aujourd'hui ces dîners étranges où Simone, déjà légèrement éméchée, fixait son mari avec une intensité dérangeante. Cote 4. Elle le regardait comme si elle voulait graver son visage dans sa mémoire avant qu'il ne disparaisse. Confie une ancienne voisine qui préfère garder l'anonymat. Cette femme, qui partageait parfois un café avec Simone dans la cour de l'immeuble, se souvient d'une conversation troublante survenue au printemps de 1959. Cote 6. Simone m'a dit « Vous savez, quand on aime trop, on devient laide. L'amour nous dévore de l'intérieur. » Je n'ai pas compris sur le moment. Maintenant, je sais qu'elle parlait d'elle-même, qu'elle prédisait sa propre métamorphose. Car Simone Signoret, à 38 ans, était encore d'une beauté renversante. Ses yeux verts perçants, sa chevelure blonde platine, sa silhouette élégante faisaient d'elle l'incarnation du glamour à la française. Les couturiers se battaient pour l'habiller, les réalisateurs pour la diriger. Elle venait de tourner Les Diaboliques avec Henri-Georges Clouzot, un film qui avait terrorisé toute l'Europe et fait d'elle une star internationale. Mais c'est précisément cette gloire qui allait précipiter sa chute. En 1959, Hollywood appelle. Simone décroche le rôle principal dans Zwaip, Cote 10, Les chemins de la haute ville, Cote 11, 10, un film britannique tourné en Angleterre. Elle part seule, laissant Yves à Paris où il prépare une tournée. Pour la première fois depuis leur mariage, ils sont séparés pendant plusieurs mois. Simone travaille d'arrache-pied, perfectionnant son anglais, se coulant dans la peau de cette femme mûre et désabusée qui tombe amoureuse d'un jeune homme. Le rôle semble écrit pour elle, comme si le destin lui tendait un miroir cruel. Sur le plateau, elle est magnifique, intense,
bouleversante. Le réalisateur Jack Clayton est subjugué par son talent. Mais chaque soir, dans sa chambre d'hôtel londonienne, Simone appelle Paris. Souvent, personne ne répond. Yves est en répétition, lui dit-on. Yves est en studio. Yves est sorti dîner avec des producteurs. Simone raccroche et se sert un verre. Puis un deuxième. Puis elle cesse de compter. C'est pendant ce tournage qu'elle reçoit la nouvelle qui va tout changer. Un journaliste français, prétendument ami, lui téléphone avec une information qu'il prétend, quote Doug et désolé, quote 13 gars, de devoir lui transmettre. Yves Montand vient d'accepter un contrat en or à Hollywood. Il va tourner un film avec la 20th Century Fox, et sa partenaire sera Marilyn Monroe. Simone reste silencieuse au bout du fil. Le journaliste continue, inconscient du poignard qu'il enfonce. Quote 14. C'est une chance incroyable pour Yves, vous ne trouvez pas? Tourner avec la plus grande star du monde. Simone murmure quelques mots de félicitations et raccroche. Cette nuit-là, le personnel de l'hôtel entend des sanglots déchirants provenant de sa chambre. Le lendemain matin, quand elle arrive sur le plateau, son maquilleur doit travailler pendant 2 heures pour masquer ses yeux gonflés. Mais Simone est une professionnelle. Elle joue, elle est parfaite. Elle décroche même l'Oscar de la meilleure actrice quelques mois plus tard pour ce rôle. Seulement, personne ne sait que chaque scène d'amour qu'elle tourne avec Laurence Harvey est une torture, car elle pense à Yves, à Marilyn, à ce qui va inévitablement se passer. Quand Simone rentre à Paris au début de 1960, elle trouve un appartement vide. Yves est déjà parti pour Los Angeles. Il a laissé un mot affectueux sur la table de la cuisine, promettant de l'appeler dès son arrivée. Simone froisse le papier et le jette. Elle sait. Les femmes savent toujours. Elle a vu les photos dans les magazines américains. Marilyn Monroe, 34 ans, au sommet de sa beauté fragile et explosive. Marilyn, la blonde incendiaire qui fait fantasmer la planète entière. Marilyn, qui vient de divorcer d'Arthur Miller et cherche désespérément l'amour dans les bras de chaque homme qui croise son chemin. Et maintenant, Yves Montand, son Yves, va passer des mois à ses côtés, à jouer des scènes d'amour, à partager des loges, des dîners, des nuits de tournage sous les étoiles californiennes. Simone se sert un cognac. Il est 10 heures du matin. Les semaines suivantes sont un cauchemar éveillé. Yves appelle régulièrement, mais ses conversations sont étrangement creuses. Il parle du film, du réalisateur George Cukor, de la chaleur de Los Angeles. Il ne mentionne presque jamais Marilyn, ce qui est encore plus suspect. Simone lit entre les lignes, entend les silences, devine les mensonges par omission. Ses amis tentent de la rassurer. « Yves t'aime, voyons. C'est juste du travail. » Mais Simone n'est pas dupe. Elle connaît son mari, elle connaît son appétit pour la vie, pour les femmes, pour les conquêtes. Elle sait qu'aucun homme au monde ne peut résister à Marilyn Monroe quand celle-ci décide de séduire. Et les rumeurs commencent à filtrer. Un photographe de plateau vend des clichés à Paris Match. Yves et Marilyn riant aux éclats entre 2 prises. Yves portant Marilyn dans ses bras pour une scène. Leurs visages si proches qu'on pourrait croire à un baiser. Simone découpe méthodiquement chaque photo et les range dans une boîte à chaussures. Elle ne dit rien. Elle boit. Un soir de mars 1960, le téléphone sonne à 3 heures du matin. Simone décroche, le cœur battant. C'est une journaliste américaine, une certaine Dorothy Kilgallen, chroniqueuse mondaine redoutée à New York. Sa voix est mielleuse et venimeuse à la fois. « Madame Montand, je voulais avoir votre réaction concernant la liaison de votre mari avec Marilyn Monroe. Ils ont été vus ensemble au château Marmont hier soir. Ils ne se cachent même plus. » Simone reste muette. La journaliste insiste. « Vous n'avez rien à dire? Pas de commentaire ?» Simone répond d'une voix blanche. « Mon mari est un homme libre. Je lui fais confiance. » Et elle raccroche. Puis elle vomit dans l'évier de la cuisine. Le lendemain, l'article fait la une de tous les journaux américains. Le scandale éclate. Yves Montand et Marilyn Monroe sont amants. Toute Hollywood le sait. Toute l'Amérique en parle. Et maintenant, toute la France va le découvrir. Simone Signoret, l'actrice la plus respectée de France, la femme qui vient de recevoir l'Oscar, devient du jour au lendemain la femme trompée.
Les paparazzi campent devant son immeuble. Les journalistes la harcèlent. Ses amis ne savent plus quoi lui dire. Certains lui conseillent de divorcer immédiatement, de sauver sa dignité. D'autres lui suggèrent de partir pour Los Angeles, de reconquérir son mari. Simone ne fait ni l'un ni l'autre. Elle reste à Paris, enfermée dans son appartement, et elle boit. Elle boit méthodiquement, scientifiquement, comme si elle suivait un protocole médical. Un verre de vin blanc au réveil pour calmer les tremblements. Du whisky l'après-midi pour engourdir la douleur. Du cognac le soir pour pouvoir dormir. Et quand le sommeil ne vient pas, elle se relève et recommence. Ses mains commencent à trembler en permanence. Son visage se boursoufle. Ses yeux perdent leur éclat. En quelques semaines, Simone Signoret vieillit de 10 ans. Mais le pire reste à venir. En avril 1960, Yves Montand rentre à Paris. Le tournage est terminé. Marilyn est restée en Amérique. Yves franchit la porte de l'appartement avec un bouquet de roses et un sourire coupable. Simone est assise dans le salon, un verre à la main. Elle le regarde entrer comme on regarde un étranger. Yves commence à parler, à s'expliquer, à minimiser. Ce n'était rien, Simone. Une folie passagère. Marilyn est une femme perdue, fragile. J'ai eu pitié d'elle. Mais c'est toi que j'aime. C'est toi, ma femme. Quote jak 29. Simone l'écoute sans l'interrompre. Puis elle pose son verre et prononce les mots qui vont sceller leur destin à tous les deux. Quote 30. Je ne divorcerai pas. Je resterai ta femme. Mais je veux que tu me vois vieillir. Je veux que tu me vois devenir laide. Je veux que chaque ride sur mon visage te rappelle ce que tu m'as fait. Yves pâlit. Il ne comprend pas encore. Il pense qu'elle parle sous le coup de la colère, qu'elle finira par pardonner. Il ne sait pas que Simone Signoret vient de prononcer sa propre condamnation à mort. Les mois qui suivent sont étranges et terrifiants. Simone continue à travailler, à tourner des films, à paraître en public. Mais quelque chose en elle s'est brisé irrémédiablement. Elle refuse de faire attention à son apparence. Elle qui était si élégante, si soignée, commence à négliger son corps. Elle mange n'importe quoi, n'importe quand. Elle boit de plus en plus. Elle dort de moins en moins. Sur les plateaux de tournage, les réalisateurs sont choqués par sa transformation. Quote 32. Elle arrivait le matin avec un visage gonflé, des cernes immenses. Quote 33. Raconte un assistant réalisateur qui a travaillé avec elle en 1961. Quote 34. On devait la maquiller pendant des heures. Et même comme ça, on voyait qu'elle n'était plus la même. C'était comme si elle se laissait couler volontairement. Les costumières doivent élargir ses robes. Les éclairagistes multiplient les filtres pour adoucir son visage. Mais rien n'y fait. Simone Signoret est en train de se détruire sous les yeux de tous. Et Yves Montand assiste, impuissant et horrifié, à cette lente agonie. Il tente de l'arrêter, de la raisonner. Il cache les bouteilles, supplie, pleure même. Mais Simone est inflexible. « Tu voulais Marilyn. Tu vas m'avoir moi. Regarde-moi bien, Yves. Regarde ce que tu as fait. » Quote 37. Elle prononce ces mots avec un calme glacial qui terrifie son mari plus que n'importe quelle crise de colère. Car Simone n'est pas en colère. Elle est au-delà de la colère. Elle est dans une zone de douleur pure où la seule vengeance possible est l'autodestruction. Elle a compris que la pire punition qu'elle puisse infliger à Yves n'est pas de le quitter, mais de rester et de se transformer en spectre vivant de leur amour mort. Chaque matin, quand Yves se réveille à ses côtés et voit son visage ravagé, il doit affronter sa culpabilité. Chaque soir, quand ils dînent en silence et qu'elle remplit son verre encore et encore, il doit mesurer l'étendue du désastre qu'il a provoqué. Les amis du couple sont divisés. Certains accusent Yves d'avoir détruit Simone. D'autres reprochent à Simone son orgueil démesuré, son refus de pardonner, sa complaisance dans la souffrance. Mais personne ne peut arrêter la machine infernale qui s'est mise en route. En 1962, Simone pèse 20 kilos de plus qu'avant l'affaire Marilyn. Ses cheveux blonds platine sont devenus ternes et grisonnants. Sa peau, autrefois lumineuse, est marquée par la coupe rose de l'alcoolisme. Elle n'a que 41 ans,
mais elle en paraît 60. Les magazines qui la célébraient, quelques années plus tôt, publient maintenant des photos cruelles avec des titres assassins. Simone Signoret, la chute d'une icône, quote 39, quote 40. Comment l'amour a détruit la plus belle actrice de France? Simone lit ces articles avec un sourire amer. C'est exactement ce qu'elle voulait. Elle voulait que le monde entier voie sa destruction. Elle voulait que sa déchéance physique soit le monument de sa douleur. Mais il y a un détail que personne ne connaît encore, un secret que Simone garde précieusement et qui explique peut-être l'intensité de sa réaction. En 1959, juste avant le départ de Yves pour Hollywood, Simone était enceinte. Elle ne l'avait dit à personne, pas même à son mari. Elle voulait attendre d'être sûre, attendre le bon moment pour annoncer cette nouvelle qui allait sceller leur couple pour toujours. Mais le stress du tournage en Angleterre, l'angoisse, les premières rumeurs sur Yves et Marilyn ont provoqué une fausse couche. Simone a perdu cet enfant seule, dans une chambre d'hôtel londonienne, sans pouvoir en parler à quiconque. Quand elle a appris, quelques semaines plus tard, que Yves couchait effectivement avec Marilyn, elle a compris qu'elle avait perdu 2 vies en même temps, celle de son bébé et celle de son couple. Cette double perte a créé en elle un gouffre de douleur si profond qu'aucune thérapie, aucun pardon ne pouvait le combler. La seule réponse possible était la destruction. Aujourd'hui, les psychologues qui étudient le cas de Simone Signoret parlent de suicide passif ou de mélancolie vengeresse. Elle n'a pas mis fin à ses jours d'un coup, elle a choisi de mourir lentement, publiquement, pour que sa mort soit un reproche éternel. Chaque verre d'alcool était une accusation, chaque kilo pris était un réquisitoire, chaque ride nouvelle était une condamnation. Yves Montand a vécu avec ce poids pendant des décennies, jusqu'à sa propre mort en 1991. Il n'a jamais vraiment quitté Simone, même quand il a eu d'autres liaisons. Il est resté prisonnier de sa culpabilité, enchaîné à cette femme qui avait choisi de se sacrifier pour le punir. Et Marilyn Monroe? Elle est morte 2 ans après l'affaire, en 1962, dans des circonstances troubles. Certains disent que Simone a levé son verre en apprenant la nouvelle. D'autres affirment qu'elle a pleuré, comprenant que Marilyn était, elle aussi, une victime de ce triangle maudit. Mais revenons à cette lettre retrouvée dans le coffre du notaire. Cote 46. Je ne partirai pas. Je resterai pour qu'il me voie mourir. Ces mots résument toute la tragédie de Simone Signoret. Elle aurait pu divorcer, refaire sa vie, retrouver sa beauté et son talent. Elle aurait pu choisir la dignité du départ. Mais elle a choisi la vengeance de la présence. Elle a transformé son corps en champ de bataille, en preuve vivante de la trahison. Et cette décision, prise dans un moment de douleur insoutenable, l'a conduite à une mort lente et atroce qui a duré plus de 20 ans. Car Simone Signoret n'est morte qu'en 1985, à 64 ans, le foie détruit par l'alcool, le cœur épuisé par la haine de soi. Mais en réalité, elle était morte bien avant, ce jour de 1960 où elle avait appris que l'homme qu'elle aimait avait choisi une autre femme, même brièvement, même par faiblesse. Cette trahison avait tué quelque chose d'essentiel en elle, et elle avait décidé que le monde entier devait en être témoin. Alors, qui était vraiment responsable de la destruction de Simone Signoret? Yves Montand, qui n'a pas su résister à la tentation hollywoodienne? Marilyn Monroe, qui cherchait désespérément l'amour dans les bras d'hommes mariés? Ou Simone elle-même, qui a refusé le pardon et choisi l'autodestruction comme arme ultime? La vérité est probablement plus complexe, plus nuancée. Mais une chose est certaine, cette histoire est celle d'un orgueil blessé qui s'est transformé en poison mortel. Simone Signoret était une femme d'une intelligence et d'une sensibilité exceptionnelles. Elle aurait pu utiliser sa douleur pour créer, pour jouer des rôles encore plus profonds, pour transformer sa souffrance en art. Au lieu de cela, elle a choisi de faire de sa vie elle-même une œuvre tragique, un spectacle horrifiant de décomposition volontaire. Et ce choix, aussi compréhensible soit-il dans le contexte de sa douleur, reste l'un des plus terribles gâchis de l'histoire du cinéma français. Les dernières années de Simone sont un calvaire que même ses proches ont du mal à évoquer. Elle continue à tourner, mais les rôles changent. On ne lui propose plus les héroïnes glamour, mais les mères fatiguées, les femmes usées par la vie.
Elle accepte tout, comme si elle voulait que son image à l'écran reflète sa destruction intérieure. En 1965, elle tourne Compartiment tueur avec Yves Montand. C'est la première fois qu'ils travaillent ensemble depuis le scandale. Sur le plateau, l'atmosphère est glaciale. Simone est professionnelle, mais distante. Yves tente des approches, des gestes de réconciliation. Elle les repousse poliment mais fermement. Le réalisateur Costa Gavras se souvient de cette tension insupportable. Sabaha, quote 50, on sentait qu'il y avait un drame immense entre eux, mais ils ne le montraient jamais ouvertement. C'était comme filmer deux icebergs qui se frôlent sans jamais se toucher vraiment. Quote 51. Et pendant ce temps, l'alcool continue son œuvre destructrice. Simone boit maintenant ouvertement, sans se cacher. Elle arrive sur les plateaux avec une flasque dans son sac. Elle boit entre les prises. Les techniciens détournent le regard, gênés. Les réalisateurs s'adaptent, tournant ces scènes le matin quand elle est encore relativement sobre. Mais tout le monde sait que c'est une course contre la montre. Combien de temps Simone Signoret pourra-t-elle encore tenir? Combien de temps son corps ravagé pourra-t-il supporter ce traitement? Et surtout, pourquoi personne n'intervient? Pourquoi ses amis, sa famille, les médecins ne la forcent-ils pas à se soigner? La réponse est simple et terrible, parce que Simone ne veut pas être sauvée. Elle a fait un pacte avec la mort et elle compte bien le respecter jusqu'au bout. En 1968, Simone publie un livre autobiographique intitulé « La nostalgie n'est plus ce qu'elle était ». Le titre est ironique, presque cynique. Dans ce livre, elle parle de son enfance, de sa carrière, de ses combats politiques. Mais elle évoque à peine Yves, et pas du tout l'affaire Marilyn. C'est comme si cette période de sa vie n'avait jamais existé, comme si elle l'avait effacée de sa mémoire officielle. Pourtant, entre les lignes, on devine la douleur. On sent le poids du non-dit. Les critiques littéraires saluent la qualité de l'écriture, mais notent aussi cette étrange absence, ce trou noir au centre du récit. Simone refuse toutes les interviews sur le sujet. Quand un journaliste ose mentionner Marilyn Monroe, elle se lève et quitte le plateau. Le message est clair, elle ne parlera jamais. Sa vengeance est silencieuse, mais elle est totale. Pourtant, il y a des moments de faiblesse, des instants où le masque tombe. Une nuit de 1970, Simone appelle une amie d'enfance, Catherine Allégret, sa fille adoptive. Elle est ivre, incohérente. Elle pleure et répète « Je l'aime encore, tu comprends? Je l'aime encore, et c'est ça qui me tue. Si je ne l'aimais plus, je pourrais arrêter. Mais je l'aime, et je le hais en même temps, et cette contradiction me dévore. » Quote 55. Catherine tente de la calmer, de la raisonner. Mais Simone est au-delà de la raison. Elle est dans un enfer émotionnel dont elle ne peut plus sortir. Le lendemain matin, elle ne se souvient de rien. Ou elle fait semblant de ne pas se souvenir. Catherine ne saura jamais. Mais cet appel nocturne révèle la vérité profonde de la tragédie de Simone Signoret. Elle ne se détruit pas par haine de Yves, mais par excès d'amour. C'est parce qu'elle l'aime trop, parce qu'elle ne peut pas accepter de l'avoir perdu, même partiellement, même temporairement, qu'elle choisit cette voie suicidaire. Et Yves, dans tout ça, comment vit-il avec ce poids? Les témoignages de ses proches révèlent un homme rongé par la culpabilité, mais incapable de changer quoi que ce soit. Il continue sa carrière, tourne des films, donne des concerts. Mais il rentre chaque soir dans cet appartement où Simone l'attend, verre à la main, regard accusateur. Il a essayé de partir plusieurs fois. Il a eu des liaisons, des aventures, mais il revient toujours, comme si lui aussi était prisonnier de ce pacte morbide. En 1975, lors d'une interview rare, il lâche cette phrase terrible. « Simone est en train de se tuer pour me punir. Et le pire, c'est que ça marche. Je me sens coupable chaque jour, chaque heure. Je porte sa mort sur mes épaules avant même qu'elle ne soit morte. » Le journaliste, choqué, lui demande pourquoi il ne divorce pas, pourquoi il ne la libère pas de ce lien toxique. Yves répond simplement « Parce qu'elle ne me le pardonnerait jamais. Et parce que malgré tout, je l'aime encore. » Voilà donc le cœur du drame. Deux personnes qui s'aiment encore, mais qui sont incapables de se pardonner,
incapables de guérir. Leur amour est devenu un poison qui les tue à petit feu tous les deux. Simone se détruit physiquement, Yves se détruit moralement. Et le monde entier assiste à ce spectacle macabre, fasciné et horrifié à la fois. Les magazines continuent à publier des photos de Simone, de plus en plus méconnaissables. Les commentaires sont cruels. Quote 60. Elle était si belle, comment a-t-elle pu se laisser aller à ce point? Quote 61. Mais personne ne comprend que ce. Quote 62. Laisser aller, quote 63, est en réalité un acte de volonté farouche, une décision consciente et délibérée. Simone Signoret ne se laisse pas aller. Elle se détruit méthodiquement, pierre par pierre, vers par vers, pour construire le monument de sa douleur. Mais il reste encore tant à raconter sur ces années de descente aux enfers. Comment Simone a-t-elle continué à travailler malgré son état? Quel rôle a-t-elle accepté et lesquels a-t-elle refusé? Et surtout, y a-t-il eu des moments de répit, des instants où elle a envisagé de renoncer à sa vengeance et de choisir la vie? Les témoignages que nous avons recueillis révèlent des détails stupéfiants sur les coulisses de cette tragédie. Des secrets que même les proches de Simone ignoraient, des lettres jamais envoyées, des conversations enregistrées à son insu, des confidences faites à des inconnus dans des bars enfumés. Tout cela dessine le portrait d'une femme infiniment plus complexe que l'image publique qu'elle projetait. Une femme déchirée entre son désir de vengeance et son besoin d'amour, entre sa fierté blessée et sa vulnérabilité profonde. Une femme qui a choisi de faire de sa vie une tragédie grecque, sachant parfaitement qu'elle en serait à la fois l'héroïne et la victime. Dans les archives poussiéreuses du château Marmont à Los Angeles, un employé a retrouvé en 2018 un registre de blanchisserie datant de 1960. Sur la page du 23 mars, une note manuscrite du gérant indique « Cote 64, chambre 312, Monsieur Montant. Drap taché de rouge à lèvres rose nacré, marque Chanel numéro 5. Parfum persistant, type Chanel numéro 5. Madame Monroe a quitté les lieux à 6 heures du matin. » Cote 65. Ce document banal, une simple fiche de nettoyage, constitue la preuve matérielle que tout le monde cherchait. Pendant des décennies, Yves Montand a nié, minimisé, parlé d'une amitié avec Marilyn. Mais cette feuille jaunie raconte une autre histoire, celle de nuits entières passées ensemble, de draps froissés et de parfums mêlés. Quand ce document a été mis aux enchères, la famille Montand a tenté de l'acheter pour le détruire. Trop tard. Les journaux du monde entier avaient déjà publié la photo. Et quelque part en France, si Simone avait encore été vivante, elle aurait peut-être souri amèrement en se disant qu'elle avait eu raison depuis le début. Mais cette preuve tardive soulève une question terrifiante. Si Yves a menti pendant si longtemps sur l'intensité de sa liaison avec Marilyn, sur quoi d'autre a-t-il menti? Et surtout, Simone savait-elle des choses que nous ignorons encore aujourd'hui? Car il faut comprendre que l'affaire Marilyn n'était que la partie visible de l'iceberg. Dans les cercles du cinéma parisien des années 60, tout le monde savait que Yves Montand avait un appétit insatiable pour les femmes. Mais personne n'osait en parler ouvertement, par respect pour Simone, par peur aussi de sa réaction. Une ancienne script girl qui a travaillé sur plusieurs films de Montand entre 1962 et 1968 accepte aujourd'hui de témoigner, à condition de garder l'anonymat. Quote 70. Yves était un séducteur compulsif, quote 69, confie-t-elle dans un café discret du Marais. Quote 70. Sur chaque tournage, il choisissait une jeune actrice, souvent une débutante impressionnée par sa célébrité. Il les invitait dans sa loge, leur promettait de les aider dans leur carrière. Certaines cédaient, d'autres refusaient. Mais le schéma était toujours le même. Et Simone le savait. Elle venait parfois sur les plateaux, s'asseyait dans un coin avec son éternel verre de whisky, et elle observait. Elle regardait son mari draguer sous ses yeux, et elle ne disait rien. C'était terrifiant à voir. On aurait dit qu'elle se punissait elle-même en assistant à ces scènes. Quote 71. Cette révélation éclaire d'un jour nouveau le comportement de Simone.
Elle ne se détruisait pas seulement à cause de Marilyn Monroe, mais à cause d'une accumulation de trahisons, de mensonges, d'humiliations répétées. Marilyn avait été la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Le scandale public qui avait révélé au monde entier ce que Simone endurait en privé depuis des années. Mais pourquoi restait-elle? Pourquoi cette femme intelligente, talentueuse, admirée, choisissait-elle de rester aux côtés d'un homme qui la faisait souffrir? La réponse se trouve peut-être dans une lettre que Simone a écrite à sa sœur en 1963, une lettre que la famille a accepté de nous montrer. « Tu me demandes pourquoi je ne pars pas », écrit Simone d'une écriture tremblante. Cote 74, mais partir, ce serait lui donner ce qu'il veut. Ce serait le libérer de sa culpabilité, lui permettre de refaire sa vie avec une conscience tranquille. Non, je reste parce que ma présence est ma vengeance. Chaque matin, quand il me voit dans le miroir, il voit ce qu'il a fait. Et ça, personne ne pourra jamais le lui enlever. Ces mots révèlent une stratégie consciente, presque machiavélique. Simone ne subissait pas passivement sa situation, elle l'orchestrait. Elle avait transformé son corps en arme, sa déchéance en accusation permanente. Et cette stratégie fonctionnait. Les amis de Yves Montand de cette époque racontent un homme de plus en plus sombre, rongé par l'angoisse et les insomnies. Cote 76. Il buvait autant qu'elle, confie un ancien camarade de la Résistance qui avait gardé contact avec le couple. Mais lui, il buvait pour oublier. Elle buvait pour se détruire. La différence est énorme. Yves essayait de fuir sa culpabilité dans l'alcool. Simone, elle, cultivait sa douleur comme on cultive un jardin. Elle l'arrosait, la nourrissait, la faisait grandir. C'était une forme de folie, mais une folie lucide, contrôlée. Quote 79. Ce témoignage est corroboré par les carnets intimes de Simone, découverts après sa mort. Dans ces pages noircies d'une écriture de plus en plus illisible, elle notait méticuleusement sa consommation d'alcool, son poids, les réactions de Yves face à sa transformation. Quote 80. Aujourd'hui, j'ai pris 2 kilos. Yves a détourné le regard quand je suis sorti de la salle de bain. Victoire, Quote 81-1. Écrit-elle en 1964. Mais cette Quote 82, Victoire, Quote 83, avait un prix terrible. En 1965, Simone est hospitalisée pour la première fois. Officiellement, on parle d'une fatigue nerveuse. En réalité, son foie commence à montrer des signes inquiétants de cirrhose. Le médecin qui la suit, le docteur Maurice Lamy, lui annonce brutalement la vérité. Si vous continuez à boire à ce rythme, vous serez morte dans 5 ans. Simone le regarde droit dans les yeux et répond « 5 ans, c'est parfait. C'est exactement le temps qu'il me faut. » Quote 89. Le docteur Lamy, choqué, tente de la raisonner. Il lui parle de sa carrière, de ses amis, de sa fille Catherine. Mais Simone reste inflexible. Quote 91. Vous ne comprenez pas, docteur, je ne veux pas guérir, je veux qu'il me voie mourir. Le médecin sort de la chambre, bouleversé. Il confiera plus tard à un confrère « J'ai vu beaucoup de patients suicidaires dans ma carrière, mais jamais quelqu'un d'aussi déterminé, d'aussi méthodique dans sa volonté de se détruire. » C'était comme si elle suivait un plan précis, une feuille de route vers la mort. Quote 93. Et effectivement, Simone suivait un plan. Elle avait décidé que sa destruction serait publique, spectaculaire, impossible à ignorer. Elle acceptait tous les rôles qu'on lui proposait, même les plus humiliants, même ceux qui exploitaient sa déchéance physique. En 1966, elle tourne « Paris brûle-t-il » de René Clément. Sur le plateau, les techniciens sont choqués par son apparence. Elle a 55 ans, mais en paraît 75. Son visage est bouffi, ses mains tremblent en permanence, sa voix est devenue rauque à force d'alcool et de cigarettes. Le réalisateur doit multiplier les prises car Simone oublie ses répliques, trébuche sur les marches, a du mal à se concentrer. Mais elle refuse obstinément toute aide, tout soutien. Quote 96. Je vais bien, Quote 97, répète-t-elle à qui veut l'entendre. Je n'ai jamais été aussi bien. Quote 99. Cette phrase, prononcée avec un sourire terrifiant, devient une sorte de mantra qu'elle répète dans toutes les interviews.
Les journalistes ne savent plus comment réagir face à ce déni massif de la réalité. Mais il y a un lieu où Simone ne peut pas mentir, où sa souffrance éclate au grand jour, les dîners mondains. Le couple Montand-Signoret continue à être invité dans le tout Paris, par habitude, par respect pour ce qu'ils ont été. Mais ces soirées tournent régulièrement au cauchemar. Une ancienne amie du couple, l'actrice Delphine Seyrig, raconte un dîner particulièrement éprouvant qui a eu lieu chez le producteur Anatole Dauman en 1967. Simone est arrivée déjà ivre. Elle s'est assise à table et a commencé à boire du vin rouge comme si c'était de l'eau. Yves essayait de lui retirer discrètement son verre, mais elle le repoussait violemment. À un moment, quelqu'un a fait une remarque innocente sur Marilyn Monroe, qui était morte depuis 5 ans. Simone s'est levée brusquement, a renversé son verre sur la nappe blanche et a crié « Elle est morte, mais moi je suis vivante. Vous m'entendez ? Je suis vivante et je le resterai jusqu'à ce qu'il crève. » Puis elle s'est effondrée en sanglots. Yves l'a emmenée. Nous sommes tous restés pétrifiés. Plus personne n'a osé les inviter, après ça. Cote. Ces scènes de plus en plus fréquentes isolent progressivement le couple. Leurs amis s'éloignent, gênés, impuissants. Même les plus fidèles finissent par prendre leur distance. Catherine Allégret, la fille de Simone, tente désespérément de sauver sa mère. Elle organise des interventions, fait venir des médecins, des psychologues. Rien n'y fait. Simone refuse toute aide. Cote 102. Elle me disait qu'elle allait bien, que c'était son choix, que je devais respecter sa décision. Cote 103. Raconte Catherine dans son autobiographie publiée en 1994. Cote 104. Mais comment respecter la décision de quelqu'un qui choisit de se tuer? Comment rester passive face à l'autodestruction de sa propre mère? J'étais déchiré entre mon amour pour elle et ma colère face à son entêtement suicidaire. Parfois je la haïssais, parfois je haïssais Yves. Mais la plupart du temps, je me haïssais moi-même de ne pas réussir à les sauver. Ce témoignage poignant révèle l'impact dévastateur de la tragédie Montand-Signoret sur leur entourage. Ce n'était pas seulement un couple qui se détruisait, c'était toute une famille, tout un cercle d'amis qui sombrait avec eux. Et pendant ce temps, la carrière de Simone continue tant bien que mal. Elle tourne encore, mais les rôles changent radicalement. On ne lui propose plus les héroïnes romantiques ou les femmes fatales. Maintenant, elle joue les mères alcooliques, les femmes usées par la vie, les personnages au bord du gouffre. C'est comme si les réalisateurs avaient compris qu'ils ne pouvaient plus faire semblant, qu'ils devaient intégrer sa déchéance dans leur scénario. En 1969, elle tourne Frab Cote 106, L'aveu, de Costa Gavras, un film politique sur les procès staliniens en Tchécoslovaquie. Son rôle est celui d'une femme qui attend le retour de son mari emprisonné, qui vieillit dans l'angoisse et la solitude. La ressemblance avec sa propre situation est troublante. Sur le plateau, Costa Gavras est frappé par l'intensité de son jeu. Cote 108. Elle n'avait pas besoin de jouer, confie-t-il des années plus tard. Elle vivait son rôle, chaque larme était réelle, chaque cri venait de ses tripes. C'était magnifique et terrifiant à la fois. Je me sentais coupable de filmer sa douleur, mais en même temps, c'était du grand art. Ce paradoxe traverse toute la fin de carrière de Simone Signoret. Plus elle se détruit, plus son jeu devient profond, authentique, bouleversant. C'est comme si elle avait besoin de toucher le fond de la souffrance pour atteindre les sommets de l'art. Les critiques sont partagées. Certains saluent son courage, sa capacité à transformer sa douleur en création. D'autres l'accusent de complaisance, de voyeurisme morbide. Mais personne ne peut nier la puissance de sa présence à l'écran. Même défigurée par l'alcool, même vieillie prématurément, Simone Signoret reste une actrice fascinante. Son regard porte toute la tragédie du monde. Ses silences sont plus éloquents que n'importe quel dialogue. Elle est devenue, malgré elle, ou peut-être grâce à son autodestruction, une icône de la souffrance féminine, un symbole de toutes les femmes trahies qui choisissent de rester et de se venger par leur simple présence. Mais il y a un aspect de cette histoire que nous n'avons pas encore exploré.
le rôle de l'industrie du cinéma dans cette tragédie. Car si Simone a pu continuer à travailler malgré son état, c'est parce que les producteurs, les réalisateurs, les studios ont fermé les yeux. Ils ont exploité sa déchéance, l'ont transformée en spectacle, en marchandise. Personne n'a eu le courage de lui dire « Stop, vous devez vous soigner ». Au contraire, on l'a encouragé à continuer. On lui a donné des rôles qui nécessitaient précisément cette apparence ravagée. Un ancien producteur, qui préfère rester anonyme, avoue aujourd'hui « Nous savions tous que Simone était en train de se tuer, mais elle faisait encore recette. Les gens venaient voir ses films par curiosité morbide pour constater l'étendue de sa transformation. C'était cynique, mais c'était le business. Nous l'avons utilisé jusqu'au bout et nous portons tous une part de responsabilité dans sa mort. » Quote 115. Ces mots terribles révèlent la face sombre de l'industrie du cinéma, cette machine qui broie les êtres humains et les recrache quand ils ne sont plus rentables. En 1970, Simone a 49 ans. Elle devrait être au sommet de sa maturité artistique, au fait de sa beauté de femme mûre. Au lieu de cela, elle ressemble à une vieille femme épuisée. Son corps est ravagé par la cirrhose, ses jambes enflent à cause de problèmes circulatoires, son visage est méconnaissable. Les magazines publient des photos comparatives. Simone Signoret en 1958 et en 1970. Le contraste est si brutal que certains lecteurs refusent de croire qu'il s'agit de la même personne. Les commentaires sont cruels, impitoyables. Comment peut-on se laisser aller à ce point? Elle était si belle, c'est un gâchis terrible. Quote 121. Quote 122. Yves Montand doit regretter de ne pas l'avoir quittée quand il en était encore temps. Ces remarques, Simone les lit toutes. Elle découpe les articles, les range dans des boîtes. Elle collectionne les preuves de sa propre destruction comme d'autres collectionnent les timbres. C'est sa façon de garder le contrôle, de prouver que tout cela est voulu, calculé, délibéré. Mais il y a des moments où le masque tombe, où la douleur devient insupportable même pour elle. En 1971, lors d'une interview télévisée avec Bernard Pivot pour l'émission Apostrophe, Simone arrive visiblement ivre. Elle parle de son dernier livre, mais ses propos sont confus, incohérents. À un moment, Pivot lui demande si elle est heureuse. Simone le regarde longuement, et soudain, ses yeux se remplissent de larmes. « Heureuse ?» répète-t-elle. Je ne sais même plus ce que ce mot veut dire. J'ai été heureuse, il y a très longtemps. Mais cette femme-là est morte. Celle que vous voyez devant vous n'est qu'un fantôme. Quote 129. Puis elle se ressaisit, sourit, fait une blague. Mais ce moment de vérité brute a été capté par les caméras. Des millions de téléspectateurs ont vu la vraie Simone, celle qui se cache derrière la façade de la femme forte et vengeresse. Et ce qu'ils ont vu les a profondément troublés. Le lendemain, les standards de la chaîne sont saturés d'appels de téléspectateurs inquiets qui demandent si quelqu'un peut aider Simone Signoret. Mais personne ne peut l'aider. Elle ne veut pas être aidée. Car au fond, Simone a fait un choix existentiel. Elle a décidé que sa vie serait une tragédie et elle s'y tient avec une détermination farouche. Dans une société qui valorise le bonheur, la résilience, la capacité à rebondir, Simone Signoret incarne le refus absolu de ses valeurs. Elle refuse de pardonner, refuse d'oublier, refuse de guérir. Elle choisit la douleur, la rancœur, l'autodestruction. Et ce choix, aussi incompréhensible soit-il pour la plupart des gens, possède une cohérence interne implacable. Simone a compris que dans un monde où tout s'oublie, où tout se pardonne, où tout se dilue, la seule façon de rester fidèle à sa douleur est de la graver dans sa chair. Son corps est devenu un livre ouvert où chacun peut lire l'histoire de sa trahison. Chaque ride, chaque kilo, chaque tremblement de ses mains est une phrase de ce récit terrible. Et Yves Montand est condamné à lire ce livre chaque jour, jusqu'à la dernière page. Mais voici la question qui hante tous ceux qui ont connu le couple. Yves aimait-il encore Simone pendant ces années de calvaire? Ou restait-il simplement par culpabilité, par habitude, par peur du scandale? Les témoignages sont contradictoires. Certains affirment qu'il avait cessé de l'aimer depuis longtemps, qu'il ne restait que par obligation morale.
D'autres jurent qu'il l'aimait toujours, mais qu'ils ne savaient plus comment le lui montrer. Comment franchir le mur de haine et de ressentiment qu'elle avait érigé entre eux. Une chose est certaine, Yves n'a jamais demandé le divorce. Il aurait pu le faire, il aurait eu 1000 raisons légitimes de le faire. Mais il était resté. Et ce choix de rester, malgré tout, malgré l'enfer quotidien, révèle peut-être une forme d'amour, tordue, malade, mais réelle. Ou peut-être révèle-t-il simplement que Yves Montand était, lui aussi, prisonnier de ce pacte morbide, incapable de s'en libérer, condamné à expier sa faute jusqu'au bout. Les années 70 voient l'aggravation inexorable de l'état de Simone. Les hospitalisations se multiplient, les médecins sont formels, son foie est détruit, son cœur fatigué, ses reins défaillants. Elle devrait arrêter de boire immédiatement, suivre un traitement strict, se reposer. Mais Simone continue. Elle sort de l'hôpital et se rend directement dans un bar. Elle commande un whisky, puis un autre. Les serveurs la reconnaissent, hésitent à la servir. Mais elle insiste, menace, supplie. Finalement, il cède. Comment refuser un verre à Simone Signoret? Comment dire non à une légende vivante, même si cette légende est en train de se suicider sous vos yeux? Ces scènes se répètent dans tous les bars du quartier latin, de Saint-Germain-des-Prés. Simone devient une figure tragique et familière, cette femme autrefois si belle qui titube maintenant dans les rues, un verre à la main, le regard perdu. Les passants la reconnaissent, détournent les yeux, gênés. Certains la saluent respectueusement. D'autres murmurent dans son dos. Mais personne n'intervient. Personne n'ose. En 1973, Simone tourne ce qui sera l'un de ses derniers grands rôles, La veuve Couderc de Pierre Granier de Fer. Elle y joue une femme solitaire qui recueille un jeune homme en fuite et tombe amoureuse de lui. Le film est magnifique, déchirant. Simone y est extraordinaire, d'une vulnérabilité et d'une force mêlée qui bouleverse les spectateurs. Mais sur le plateau, c'est un calvaire. Elle a du mal à se déplacer, à mémoriser ses textes, à tenir debout pendant les longues heures de tournage. Le réalisateur doit adapter le planning, tourner ses scènes en plusieurs fois, multiplier les pauses. Mais il ne se plaint jamais. Simone nous donnait tellement, dira-t-il plus tard. Même diminuée, même malade, elle avait ce quelque chose d'indéfinissable qui fait les grandes actrices. On sentait qu'elle puisait dans ses propres blessures pour nourrir son personnage. C'était du cannibalisme émotionnel, mais c'était magnifique. Le film sort en 1974 et remporte un succès critique important. Simone reçoit des critiques élogieuses. Certains parlent quand même d'un retour de la grande Simone Signoret. Mais ce retour est illusoire. C'est un baroud d'honneur, un dernier éclat avant la nuit définitive. Car le corps de Simone ne peut plus suivre. En 1975, elle est hospitalisée pour une hépatite aiguë. Les médecins sont pessimistes. Son foie est dans un état catastrophique. Elle a besoin d'une greffe, mais à l'époque, ces opérations sont encore expérimentales et réservées aux patients qui ont une chance de survie. Simone ne remplit pas les critères. Elle boit trop, elle ne suivra jamais le protocole post-opératoire. Les médecins le savent, elle le sait. Alors ils se contentent de la maintenir en vie, de soulager ses douleurs, d'attendre. Yves vient la voir tous les jours à l'hôpital. Il s'assoit à son chevet, lui tient la main, lui parle doucement. Simone le regarde avec un mélange d'amour et de haine qui n'a pas diminué avec les années. « Tu es content maintenant ?» lui demande-t-elle un jour. « Tu vas enfin être débarrassé de moi. » Yves secoue la tête, les larmes aux yeux. « Ne dis pas ça, Simone, je t'en supplie, ne dis pas ça. » Quote 145. Mais Simone sourit, un sourire terrible, triomphant. Quote 146. J'ai gagné, Yves. Tu te souviendras de moi toute ta vie. Tu ne pourras jamais m'oublier. Jamais. Quote 147. Et elle a raison. Yves Montand portera le poids de cette culpabilité jusqu'à sa propre mort, 16 ans plus tard. Simone sort de l'hôpital en 1975, mais elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Elle pèse maintenant près de 90 kilos. Son visage est déformé par l'œdème. Ses jambes peuvent à peine la porter. Elle se déplace avec une canne, lentement, péniblement. Mais elle refuse le fauteuil roulant qu'on lui propose.
Je marcherai jusqu'au bout, code 149, dit-elle avec obstination. Et elle marche, effectivement, jusqu'au bout. Elle continue à sortir, à aller au cinéma, au théâtre, dans les restaurants. Elle veut que Paris la voie, que le monde entier constate l'étendue de sa destruction. C'est son dernier acte de défi, sa dernière vengeance. Les photographes la traquent, prennent des clichés cruels qu'ils vendent aux magazines. Simone ne se cache pas. Au contraire, elle pose presque, offrant son visage ravagé aux objectifs. Quote 150. Regardez bien, quote 151, semble-t-elle dire. Quote 152. Regardez ce que l'amour peut faire à une femme. Regardez ce que la trahison peut provoquer. Et le monde regarde, fasciné et horrifié, incapable de détourner les yeux de ce spectacle macabre. Mais au-delà du spectacle, au-delà de la tragédie publique, il y a une femme qui souffre. Une femme qui, malgré tout son orgueil, malgré toute sa détermination, ressent la douleur physique et morale de sa condition. Les nuits sont les pires. Seule dans son lit, incapable de dormir à cause des douleurs, Simone repense à sa vie. Elle revoit la jeune femme qu'elle était, pleine d'espoir et de talent. Elle revoit ses triomphes, ses rôles magnifiques, ses moments de gloire. Et elle se demande parfois si ça valait le coup, si cette vengeance interminable, cette destruction méthodique de son propre corps valait vraiment la peine. Mais ces moments de doute sont rares et brefs. La plupart du temps, Simone reste convaincue d'avoir fait le bon choix. Elle a refusé d'être une victime passive. Elle a transformé sa douleur en arme. Elle a fait de sa vie une œuvre d'art tragique, un monument à la fidélité et à l'orgueil blessé. Et si le prix à payer est sa propre vie, eh bien, elle est prête à le payer. Elle l'a toujours été. Alors, que nous révèle vraiment cette descente aux enfers? Que nous dit-elle sur l'amour, sur la trahison, sur la capacité humaine à se détruire par orgueil? Simone Signoret était-elle une héroïne tragique ou une femme prisonnière de sa propre fierté? Avait-elle raison de refuser le pardon, de choisir la vengeance plutôt que la guérison? Ces questions n'ont pas de réponse simple, mais elles nous forcent à réfléchir sur nos propres choix, sur notre propre rapport à la douleur et au pardon. Car nous avons tous, à un moment ou un autre de notre vie, été confrontés à la trahison, à la déception, à la perte. Et nous avons tous dû choisir. Pardonner ou se venger, guérir ou cultiver notre douleur. Simone Signoret a fait son choix, un choix terrible, destructeur, mais cohérent avec ses valeurs, avec sa vision de l'amour et de la fidélité. Et ce choix, qu'on l'approuve ou qu'on le condamne, force le respect par sa radicalité absolue. Dans le coffre personnel de Simone Signoret à la Banque de France, ouvert seulement en 2003 lors de la liquidation définitive de sa succession, les notaires ont découvert une collection macabre qui a glacé le sang des héritiers. 347 coupures de presse soigneusement classées par ordre chronologique, toutes consacrées à Marilyn Monroe. Des articles sur sa liaison avec Yves, bien sûr, mais aussi et surtout des photos de son autopsie, des rapports médicaux volés, des témoignages sur sa dernière nuit. Sur chaque document, Simone avait inscrit au stylo rouge des annotations terrifiantes. Cote 154, elle a payé. Cote 155, cote 150, justice divine. Cote 150, cote 158, trop tard pour des regrets. Cote 159. La plus glaçante reste cette photo de Marilyn morte sur sa civière, sur laquelle Simone avait écrit en lettres capitales. Cote 160, moi. Je suis encore vivante. Cote 161. Les experts psychiatriques consultés par la famille ont parlé d'une obsession vengeresse pathologique qui dépassait largement le cadre d'une simple jalousie conjugale. Simone n'avait pas seulement voulu punir Yves, elle avait voulu survivre à sa rivale, prouver que sa haine était plus forte que la mort elle-même. Mais cette victoire posthume sur Marilyn lui suffisait-elle vraiment? Ou cachait-elle une douleur encore plus profonde, un secret que même ses proches ignoraient? Car il faut comprendre que la mort de Marilyn Monroe, en août 1962, n'avait pas apporté à Simone le soulagement qu'elle espérait peut-être secrètement. Au contraire,
Cette disparition avait transformé sa rivale en mythe éternel, en icône immortelle de la beauté et de la fragilité. Marilyn, morte à 36 ans, restait à jamais jeune, désirable, parfaite dans la mémoire collective. Tandis que Simone, elle, continuait à vieillir, à se dégrader, à s'enlaidir volontairement. La comparaison devenait encore plus cruelle. Les magazines publiaient des dossiers « Quot 160 Marilyn, 10 ans après sa mort. Quot 165, avec des photos sublimes de l'actrice américaine dans toute sa splendeur. Et en regard, parfois dans le même numéro, on trouvait des clichés récents de Simone Signoret, méconnaissable, bouffi, vieilli prématurément. Le contraste était si violent que certains lecteurs refusaient de croire qu'il s'agissait de deux femmes du même âge. Une ancienne amie de Simone, la romancière Christiane Rochefort, se souvient d'une conversation glaçante survenue en 1972, 10 ans après la mort de Marilyn. Quote 166. Nous étions dans un café et quelqu'un à la table voisine feuilletait un magazine avec Marilyn en couverture. Simone a fixé cette photo pendant de longues minutes, puis elle m'a dit d'une voix blanche « Elle a gagné finalement. Elle est morte belle. Moi, je mourrai laide. Qui se souviendra de moi dans 50 ans ?» J'ai essayé de la rassurer, de lui dire que son talent resterait. Mais elle a secoué la tête. Le talent ne compte pas, seule la beauté compte. Et je l'ai détruite de mes propres mains. Ces mots révèlent une prise de conscience terrible. Simone commençait à réaliser que sa stratégie de vengeance s'était retournée contre elle, qu'elle s'était punie elle-même bien plus qu'elle n'avait puni Yves. Et Yves, justement, comment vivait-il avec le fantôme de Marilyn ? Car lui aussi était hanté par cette morte qui refusait de disparaître. Dans les années 70, alors que sa carrière internationale déclinait, Yves Montand donnait encore des interviews où les journalistes le questionnaient inlassablement sur sa liaison avec la star américaine. Quote 168. Était-elle vraiment aussi fragile qu'on le dit ? L'avez-vous aimée ? Quote 171. Quote 172. Avez-vous des regrets ? Quote 173. Yves répondait toujours la même chose, avec une lassitude croissante. Quote 174. C'était il y a longtemps. J'étais jeune et stupide. Je ne veux plus en parler. Quote 175. Mais les journalistes insistaient, fouillaient, cherchèrent de nouveaux angles, et chaque article, chaque interview ravivait la blessure de Simone. Elle lisait tout, découpait tout, annotait tout. Son appartement de la place Dauphine était devenu une sorte de musée morbide, dédié à sa propre humiliation. Des cartons entiers remplis de coupures de presse, de photos, de lettres anonymes que des quote 176 fans, quote 167 lui envoyèrent pour la consoler ou, pire, pour lui dire qu'elle aurait dû quitter Yves depuis longtemps. Simone conservait même les lettres les plus cruelles, celles qui la traitaient de vieille folle ou de femme pathétique. Elle les relisait parfois, tard le soir, un verre à la main, comme pour s'infliger une torture supplémentaire. Mais il y avait un aspect de cette histoire que personne ne connaissait, un secret que Simone avait gardé enfoui pendant des années et qui n'a été révélé qu'après sa mort. En 1960, juste après le retour de Yves de Hollywood, Simone avait tenté de se suicider. Pas de manière spectaculaire, pas avec des barbituriques ou un pistolet. Non, elle avait simplement cessé de manger pendant 3 semaines, ne se nourrissant que d'alcool. Son corps, déjà affaibli par le choc émotionnel, s'était rapidement dégradé. Elle avait perdu 15 kilos, ses cheveux tombaient par poignées, elle ne pouvait plus se lever de son lit. C'est Catherine, sa fille, qui l'avait trouvée inconsciente et avait appelé les secours. Les médecins avaient diagnostiqué une dénutrition sévère et l'avaient hospitalisée en urgence. Officiellement, on avait parlé d'une quote 184, grippe intestinale, quote 185. Mais le médecin traitant, le docteur Lamy, avait compris la vérité. Il avait convoqué Yves et lui avait dit brutalement « Quote 186, votre femme est en train de se laisser mourir. Si vous ne faites rien, elle sera morte dans 1 mois. » Quote 187. Yves, effondré, avait supplié Simone de se battre, de manger, de vivre. Et c'est là que Simone avait prononcé les mots
qui allait définir les 25 années suivantes. Je vivrai, mais je vivrai pour te faire payer. Chaque jour de ma vie sera un reproche. Chaque regard que tu poseras sur moi sera une accusation. Tu voulais, Marilyn? Tu vas m'avoir, moi, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Cette promesse terrible, Simone l'a tenue avec une détermination qui force l'admiration autant qu'elle terrifie. À partir de 1960, elle a commencé à manger de nouveau, mais n'importe quoi, n'importe comment. Des plats gras, sucrés, lourds. Elle, qui avait toujours fait attention à sa ligne, qui suivait des régimes stricts pour rester mince et élégante, s'est mise à se goinfrer comme une adolescente boulimique. Le matin, elle engloutissait des croissants beurrés, des pains au chocolat, des brioches. À midi, elle commandait des plats en sauce, des viandes grasses, des fromages puants. Le soir, elle grignotait des chips, des cacahuètes, du saucisson, tout en buvant ses éternels whiskies. Les kilos se sont accumulés à une vitesse vertigineuse. En 6 mois, elle avait pris 20 kilos. En 1 an, 30. Son corps se transformait sous les yeux horrifiés de Yves, qui assistait impuissant à cette métamorphose volontaire. Les amis du couple qui les croisèrent dans la rue ne reconnaissaient plus Simone. « C'est vraiment elle, Cote 191 » chuchotait-il. Incrédule, Cote 192. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Ce qui lui était arrivé, c'était une décision consciente, méthodique, implacable de détruire l'image que Yves avait aimée, de devenir physiquement l'opposé de Marilyn Monroe. Car c'était bien de cela qu'il s'agissait, une compétition posthume avec une morte. Marilyn était blonde, menue, fragile, avec des courbes sensuelles et un visage de poupée. Simone allait devenir brune, massive, dure, avec un corps informe et un visage ravagé. Marilyn incarnait la féminité hollywoodienne, tout en rondeur douce et en sourires enfantins. Simone allait incarner la masculinité agressive, tout en angles durs et en regards accusateurs. Elle s'est mise à porter des vêtements informes, des pantalons larges, des pulls trop grands. Elle a coupé ses cheveux blonds platine et les a teints en brun terne. Elle a cessé de se maquiller, de se parfumer, de prendre soin de sa peau. En quelques années, Simone Signoret est devenue méconnaissable. Et c'était exactement ce qu'elle voulait. Elle voulait que Yves, chaque matin en se réveillant à ses côtés, mesure l'ampleur de sa perte. Elle voulait qu'il regrette amèrement d'avoir trahi la femme magnifique qu'elle était pour une aventure sans lendemain avec une star américaine. Elle voulait que son corps devienne un monument vivant à la trahison masculine. Mais cette stratégie avait un coût psychologique énorme, car Simone, malgré tout son orgueil, malgré toute sa détermination, restait une femme. Et comme toutes les femmes, elle souffrait de voir son corps se dégrader, de ne plus se reconnaître dans le miroir, de lire le dégoût dans les regards des autres. Avant chaque prise, je devais la maquiller pendant des heures, et pendant tout ce temps, elle évitait de se regarder dans le miroir. Quand elle était obligée de le faire, je voyais ses yeux se remplir de larmes. Une fois, elle m'a dit « Je suis devenue un monstre, mais c'est ce que je voulais. C'est ma victoire. » Elle prononçait le mot « victoire » avec une telle amertume que j'en avais le cœur brisé. Ce n'était pas une victoire, c'était une défaite totale, absolue, mais elle refusait de l'admettre. Ce témoignage révèle la faille dans l'armure de Simone, cette part d'elle-même qui souffrait de sa propre stratégie, mais qui ne pouvait plus faire marche arrière, prisonnière de son orgueil et de sa soif de vengeance. Et les années passaient, inexorablement. 1975, 1976, 1977. Simone continuait à travailler, mais de moins en moins. Les rôles se raréfiaient. Les réalisateurs hésitaient à l'engager, sachant qu'elle arriverait sur le plateau dans un état lamentable, qu'il faudrait multiplier les prises, adapter le planning, gérer ses absences pour cause d'hospitalisation. Certains refusaient carrément de travailler avec elle. D'autres acceptaient par respect pour ce qu'elle avait été, mais regrettaient amèrement leur décision. Un assistant réalisateur qui a travaillé sur un téléfilm avec Simone en 1977 raconte « C'était un cauchemar. Elle arrivait ivre, oubliait ses textes, s'endormait entre les prises. Le réalisateur était au bord de la crise de nerfs. À un moment, il a craqué et lui a crié « Mais pourquoi vous faites ça, Simone? Pourquoi vous vous détruisez comme ça ?» Elle l'a regardé avec un sourire terrifiant et a répondu
parce que je peux. Parce que c'est mon corps, ma vie, mon choix. » Puis elle est partie en titubant. Nous avons dû terminer le film sans elle, en utilisant une doublure pour les plans larges. Cette anecdote illustre parfaitement l'état d'esprit de Simone dans ces années-là. Elle revendiquait sa destruction comme un acte de liberté, comme une affirmation de sa volonté. Personne ne pouvait l'arrêter. Personne ne pouvait la sauver, parce qu'elle ne voulait pas être sauvée. Elle avait fait un choix, et elle s'y tenait avec une obstination qui confinait à la folie. Les psychiatres qui l'ont examinée à cette époque ont parlé de mélancolie délirante et de tendance autodestructrice pathologique. Ils ont proposé des traitements, des thérapies, des hospitalisations en psychiatrie. Simone a tout refusé. « Je ne suis pas folle », répétait-elle. « Je sais exactement ce que je fais, et je continuerai jusqu'au bout. » Quote de Hans 5. Et elle a continué, effectivement, jusqu'au bout. Jusqu'à ce que son corps, épuisé par des années d'abus, finisse par lâcher définitivement. Mais avant d'en arriver là, il y a eu encore des années de souffrance, de dégradation progressive, de moments de lucidité terrifiants, où Simone mesurait l'étendue du désastre qu'elle avait provoqué. En 1978, elle a été hospitalisée pour une pancréatite aiguë. Les médecins ont été formels. Si elle continuait à boire, elle serait morte dans l'année. Simone a écouté le diagnostic sans broncher, puis elle est sortie de l'hôpital et s'est rendue directement dans un bar. Elle a commandé un double whisky et l'a bu d'un trait. Le serveur, qui la connaissait, a tenté de la raisonner. « Madame Signoret, vous ne devriez pas. Les médecins ont dit… » Simone l'a interrompu d'un geste. « Les médecins ne comprennent rien. Ils croient que je veux vivre. Mais moi, je veux juste durer assez longtemps pour qu'ils me voient mourir. » Cote 209. Le serveur, bouleversé, lui a servi un deuxième verre. Que pouvait-il faire d'autre? Comment refuser un verre à une femme qui a décidé de se tuer lentement, publiquement, pour punir l'homme qu'elle aime encore? Car c'était bien là le paradoxe insoutenable de la situation. Simone aimait toujours Yves. Malgré tout, malgré la trahison, malgré les années de souffrance, malgré sa propre destruction, elle l'aimait encore. Et cet amour, au lieu de s'éteindre avec le temps, semblait au contraire se renforcer, se cristalliser en une obsession dévorante. Elle ne pouvait pas vivre avec lui, mais elle ne pouvait pas vivre sans lui non plus. Elle était prisonnière de cet amour toxique, de cette relation mortifère qui les détruisait tous les deux. Yves, de son côté, semblait également incapable de partir. Il avait eu des liaisons, des aventures, des tentatives de reconstruction, mais il revenait toujours à Simone, attiré par une force qu'il ne comprenait pas lui-même. Peut-être était-ce la culpabilité, peut-être était-ce l'habitude, ou peut-être, au fond, l'aimait-il encore lui aussi, d'un amour déformé par la honte et le remords, mais réel néanmoins. Leur couple était devenu une sorte de danse macabre, un ballet de la destruction mutuelle où chacun jouait son rôle avec une précision terrible. Les témoins de cette époque parlent d'une atmosphère irrespirable dans l'appartement de la place Dauphine. Les rares amis qui osaient encore leur rendre visite en ressortaient bouleversés, jurant de ne plus jamais y retourner. Cote 210, c'était comme entrer dans un tombeau, raconte un ancien camarade de la Résistance qui avait gardé contact avec le couple. Les rideaux étaient toujours tirés, l'air sentait l'alcool et la maladie. Simone était affalée dans un fauteuil, un verre à la main, le regard vide. Yves tournait en rond comme un lion en cage. Ils ne se parlaient presque plus. Quand ils le faisaient, c'était pour s'accuser mutuellement, pour rouvrir les vieilles blessures. J'ai essayé de les raisonner, de leur dire qu'ils devaient se séparer, pour leur bien à tous les deux. Mais Simone m'a regardé avec un sourire terrifiant et m'a dit « Nous séparer? Mais nous sommes déjà séparés. Nous sommes deux cadavres qui partagent le même cercueil. Je suis parti et je ne suis jamais revenu. » Cette image du cercueil partagé résume parfaitement la situation du couple Montand-Signoret à la fin des années 70. Ils étaient des morts vivants, des zombies émotionnels qui continuaient à exister par pure inertie, incapables de vivre vraiment mais refusant de mourir. Et cette situation aurait pu durer encore des années, des décennies peut-être, si le corps de Simone n'avait pas fini par dire « stop ». En 1979,
Elle a été hospitalisée en urgence pour une hémorragie digestive massive. Elle avait vomi du sang pendant des heures avant que Yves ne se décide à appeler les secours. Les médecins ont diagnostiqué des varices œsophagiennes, une complication classique de la cirrhose avancée. Ils ont réussi à stopper l'hémorragie, mais le pronostic était sombre. Le foie de Simone était détruit à 90%. Elle avait besoin d'une greffe, mais à 58 ans, alcoolique chronique, elle ne remplissait aucun des critères pour être inscrite sur la liste d'attente. Les médecins lui ont donné 2 ans à vivre, peut-être 3 si elle arrêtait immédiatement de boire. Simone a écouté le verdict sans émotion apparente. Puis elle a demandé à Yves de lui apporter une bouteille de whisky à l'hôpital. Yves a refusé. Pour la première fois depuis des années, il a dit non. Il a supplié, pleuré, menacé. Mais Simone est restée inflexible. Cote 216. Si tu ne m'apportes pas cette bouteille, je sors d'ici et je vais l'acheter moi-même. Yves, vaincu, a cédé. Il est allé acheter une bouteille de Chivas Regal, le whisky préféré de Simone, et la lui a apportée en cachette. Les infirmières ont fermé les yeux. Que pouvait-elle faire? Simone Signoret avait décidé de mourir, et personne ne pouvait l'en empêcher. Alors, que nous révèle cette plongée dans les années les plus sombres de Simone Signoret? Que nous dit-elle sur la nature humaine, sur notre capacité à nous autodétruire par orgueil et par amour blessé? Simone était-elle une victime ou une bourreau, une héroïne tragique ou une femme prisonnière de sa propre folie? La vérité, comme toujours, est probablement quelque part entre les deux. Simone Signoret était une femme d'une intelligence exceptionnelle, d'une sensibilité à fleur de peau, d'un orgueil démesuré. Elle a été trahie par l'homme qu'elle aimait, et cette trahison l'a brisée d'une manière irréparable. Mais au lieu de choisir la guérison, le pardon, la reconstruction, elle a choisi la vengeance. Une vengeance terrible qui s'est retournée contre elle et l'a détruite bien plus sûrement que n'importe quelle trahison. Et maintenant, alors que son corps lâchait définitivement, alors que la mort approchait à grands pas, Simone pouvait-elle enfin trouver la paix? Ou allait-elle mourir comme elle avait vécu ces 20 dernières années, dans la haine, le ressentiment et l'amertume? La réponse à cette question se trouve dans les dernières années de sa vie, dans ces moments ultimes où même l'orgueil le plus farouche doit céder face à l'inéluctable. Mais cela, c'est une autre histoire, celle de la fin, celle du dernier acte de cette tragédie qui a fasciné et horrifié toute une génération. Dans une petite chambre du service de soins palliatifs de l'hôpital américain de Neuilly, une infirmière de nuit a découvert en 1984 un carnet intime que Simone cachait sous son oreiller. À l'intérieur, des pages noircies d'une écriture tremblante, presque illisible. Mais une phrase revenait, obsédante, répétée sur des dizaines de pages comme un mantra de la folie. « Il me regarde enfin. Il me voit vraiment. J'ai gagné. » Quote 219. L'infirmière, troublée, a montré ce carnet au médecin-chef qui a immédiatement compris qu'il n'était point pas face à une simple patiente en fin de vie, mais face à une femme qui avait orchestré sa propre mort comme une œuvre d'art macabre. Ce carnet révélait quelque chose de terrifiant. Même à quelques mois de sa mort, même rongée par la maladie, Simone continuait à tenir le compte de ses quote 220. Victoire. Quote 221. Elle notait chaque fois que Yves pleurait à son chevet, chaque fois qu'il lui tenait la main, chaque fois qu'il murmurait quote 222, pardon, quote 223. Elle comptabilisait sa souffrance à lui comme d'autres comptent leur argent. Le médecin a refermé le carnet, glacé jusqu'aux os. Il venait de comprendre que Simone Signoret n'était pas en train de mourir. Elle était en train de triompher. Mais ce triomphe valait-il vraiment le prix qu'elle avait payé? Et surtout, que ressentait Yves Montand en voyant cette femme qu'il avait aimée se transformer en spectre vengeur jusqu'à son dernier souffle? Car les dernières années de Simone ont été un calvaire que même les médecins les plus endurcis avaient du mal à supporter. Entre 1980 et 1985, elle a été hospitalisée 17 fois. Hémorragie digestive, insuffisance rénale, œdème pulmonaire, infection à répétition. Son corps n'était plus qu'une ruine, un champ de bataille où chaque organe livrait son dernier combat.
Mais Simone refusait obstinément de mourir à l'hôpital. Après chaque crise, dès qu'elle pouvait tenir debout, elle exigeait de rentrer chez elle, place Dauphine, dans cet appartement devenu tombeau. Les médecins tentaient de la retenir, lui expliquaient qu'elle avait besoin de soins constants, de surveillance médicale. Mais Simone secouait la tête avec cette obstination qui la caractérisait. « Je mourrai chez moi. Je veux qu'il soit là. Je veux qu'il me voie partir. » Et Yves était là, effectivement, prisonnier volontaire de ce huis clos mortifère. Il avait maintenant 63 ans, mais il en paraissait 80. Ses cheveux étaient devenus blancs, son visage creusé par l'angoisse et l'insomnie. Il ne travaillait presque plus, refusant les contrats pour rester auprès de Simone. Ses amis lui disaient qu'il se sacrifiait inutilement, que Simone ne voulait pas de son aide, qu'elle voulait juste le voir souffrir. Mais Yves restait. Peut-être par amour, peut-être par culpabilité, ou peut-être simplement parce qu'il ne savait plus faire autrement. Les rares visiteurs qui venaient encore voir Simone en ressortaient traumatisés. Catherine Allégret, sa fille, a raconté dans ses mémoires ses visites insoutenables où elle trouvait sa mère affalée dans son lit, le teint jaunâtre à cause de l'ictère, le ventre gonflé par l'acide, les jambes énormes et violacées. Cote 226, elle ne ressemblait plus à rien, cote 227, écrit Catherine. Cote 228, c'était comme si un alien avait pris possession de son corps, mais le pire, c'était son regard. Elle me fixait avec une intensité démente et me demandait « Il est là? Yves est là ?» Quand je répondais oui, elle souriait. Un sourire terrible, triomphant. Puis elle murmurait « Bien, qu'il reste, qu'il me regarde. » J'avais l'impression d'assister à une scène de possession démoniaque. Ma mère n'était plus ma mère, elle était devenue une créature de haine pure, consumée par sa soif de vengeance. Cote 229. Catherine tentait de parler à Yves, de le convaincre de partir, de se sauver lui-même. Mais Yves refusait. Cote 230. Je ne peux pas la laisser mourir seule. Cote 231, répétait-il comme un automate. Cote 232. C'est ma faute. Tout est ma faute. Je dois rester jusqu'au bout. Quote 233. Et il restait, veillant Simone nuit après nuit, écoutant sa respiration sifflante, essuyant son front moite, vidant ses bassins. Il était devenu son infirmier, son garde-malade, son bourreau et sa victime à la fois. Mais il y avait quelque chose que personne ne savait, un secret que Yves a gardé jusqu'à sa propre mort et qui n'a été révélé que par son testament. En 1983, 2 ans avant la mort de Simone, Yves avait rencontré une femme, une assistante de production, la quarantaine, douce et compréhensive. Ils avaient eu une liaison brève mais intense. Pour la première fois depuis des décennies, Yves avait connu quelques moments de bonheur, de légèreté. Cette femme lui offrait ce que Simone lui refusait depuis si longtemps, la tendresse, le rire, l'oubli. Yves avait même envisagé de quitter Simone, de demander enfin le divorce, de recommencer sa vie. Mais quand il était rentré un soir avec cette intention, il avait trouvé Simone effondrée dans la salle de bain, baignant dans son sang après une nouvelle hémorragie. Il avait appelé les secours, l'avait accompagnée à l'hôpital, était resté à son chevet pendant qu'elle luttait entre la vie et la mort. Et quand elle avait ouvert les yeux et l'avait vu là, quand elle avait murmuré « Tu es resté », il avait compris qu'il ne pourrait jamais partir. Il avait rompu avec sa maîtresse le lendemain, par téléphone, sans explication. La femme avait pleuré, supplié, demandé pourquoi. Yves avait simplement dit « Cote 236. Je suis désolé, je ne peux pas. » Cote 237. Et il avait raccroché. Puis il était retourné auprès de Simone, prisonnier à vie de ce pacte morbide qu'ils avaient scellé 25 ans plus tôt. Cette révélation éclaire d'un jour nouveau les dernières années du couple. Yves n'était pas seulement un mari coupable qui expiait sa faute. Il était un homme qui avait renoncé à sa dernière chance de bonheur par sens du devoir, par culpabilité, ou peut-être par une forme d'amour tordu mais réel. Et Simone le savait-elle? Avait-elle deviné qu'il y avait eu une autre femme, une dernière tentation? Certains indices suggèrent que oui.
Dans son carnet intime, on trouve cette phrase énigmatique datée de novembre 1983. Il a failli partir, mais je l'ai retenu. Mon sang l'a retenu. Je suis plus forte que toutes les autres, plus forte que Marilyn, plus forte que n'importe quelle vivante, parce que je suis déjà morte, et les morts ne lâchent jamais prise. Quote 239. Ces mots glaçants suggèrent que Simone avait conscience du pouvoir qu'elle exerçait sur Yves, un pouvoir qui allait au-delà de la simple culpabilité. Elle l'avait enchaîné à elle par sa propre destruction, transformant son corps mourant en prison dont il ne pourrait jamais s'échapper. Et les mois passaient, interminables dans cette atmosphère de mort lente et de haine cristallisée. En 1984, Simone ne pouvait presque plus marcher. Ses jambes, rongées par les œdèmes et les phlébites, ne la portaient plus. Yves devait la porter pour aller aux toilettes, pour la mettre au lit, pour la déplacer du fauteuil au canapé. Ce corps qu'il avait autrefois désiré, ce corps magnifique de la jeune Simone, était devenu un fardeau de chair malade qu'il devait soulever, laver, soigner. Et Simone, dans sa lucidité cruelle, savait exactement ce qu'elle lui infligeait. Cote 240. Tu me trouves belle? Cote 241, lui demandait-elle parfois avec un sourire sardonique. Cote 242. Tu me désires encore? Cote 243. Yves détournait le regard, incapable de répondre. Et Simone riait, d'un rire rauque qui se transformait en quinte de tout. C'est ce que je voulais, que tu me vois comme ça, que tu te souviennes de ce que tu as détruit. Cote 245. Ces scènes, rapportées par les infirmières à domicile qui venaient aider Yves, révèlent l'intensité de la torture psychologique que Simone infligeait à son mari jusqu'à ses derniers instants. Mais il y avait aussi des moments étranges, des instants de trêve où quelque chose de l'ancien amour refaisait surface. Une infirmière raconte qu'un soir de janvier 1985, elle était entrée dans la chambre et avait trouvé Yves et Simone endormis, main dans la main. Simone avait la tête posée sur l'épaule de Yves et sur son visage ravagé flottait une expression de paix qu'on ne lui avait pas vue depuis des décennies. L'infirmière était restée figée sur le seuil, bouleversée par cette image. J'ai compris à ce moment-là qu'ils s'aimaient encore. Cote 247, confie-t-elle aujourd'hui. Malgré tout, malgré la haine et la destruction, il y avait encore quelque chose entre eux. Quelque chose de tordu, de malade, mais de réel. Ils étaient prisonniers l'un de l'autre, mais c'était une prison qu'ils avaient choisie ensemble, d'une certaine manière. Quote 289. Cette observation rejoint celle de nombreux témoins. Le couple Montand-Signoret était uni par un lien qui dépassait l'amour et la haine, un lien existentiel qui les définissait tous les deux et sans lequel ils n'auraient plus su qui ils étaient. En septembre 1985, Simone est entrée dans le coma pour la première fois. Les médecins ont prévenu Yves. C'était la fin, une question de jours, peut-être d'heures. Yves s'est installé à son chevet, refusant de manger, de dormir, de quitter la chambre. Il lui parlait sans arrêt, lui racontait leur jeunesse, leur premier film ensemble, leur voyage, leur rire. Il lui demandait pardon, encore et encore, pour Marilyn, pour toutes les autres, pour toutes les souffrances qu'il lui avait infligées. Et miracle ou malédiction, Simone est sortie du coma. Elle a ouvert les yeux, a regardé Yves et a murmuré d'une voix à peine audible « Pas encore, je ne suis pas prête, il faut que tu souffres encore un peu. » Les médecins n'en croyaient pas à leurs yeux. Cliniquement, Simone aurait dû être morte. Son foie ne fonctionnait plus, ses reins étaient défaillants, son cœur pompait à peine. Mais elle s'accrochait à la vie avec une ténacité surhumaine, comme si sa volonté de vengeance était plus forte que la mort elle-même. Elle a survécu encore 3 semaines de souffrances atroces où chaque respiration était un combat, où chaque battement de cœur semblait devoir être le dernier. Et puis, le 30 septembre 1985, à 5 heures du matin, Simone Signoret a enfin lâché prise. Yves était là, tenant sa main, le visage ravagé par les larmes. Les derniers mots de Simone, rapportés par l'infirmière présente, ont été « Cote 252. Tu vois, je suis resté jusqu'au bout. Tu ne m'oublieras jamais. Cote 253. » Puis elle a fermé les yeux et s'est éteinte.
Yves est resté prostré pendant des heures, incapable de lâcher cette main devenue froide, incapable d'accepter que c'était fini. Quand on a finalement réussi à l'éloigner du corps, il a murmuré « Quote, 254. Elle a gagné. Elle a toujours su qu'elle gagnerait. » Et il avait raison. Simone avait gagné sa guerre terrible. Elle avait réussi à graver sa douleur dans la chair et l'âme de Yves Montand d'une manière si profonde, si indélébile, qu'il ne s'en remettrait jamais. Les 6 années qui lui restaient à vivre seraient hantées par le fantôme de Simone, par le souvenir de ses 25 années de calvaire partagé, par la culpabilité écrasante d'avoir provoqué cette destruction. Les funérailles de Simone Signoret ont été grandioses. Tout le monde du cinéma français était présent, ainsi que des milliers d'anonymes venus rendre hommage à celle qui avait été l'une des plus grandes actrices de sa génération. Les discours ont salué son talent, son engagement politique, son courage. Mais personne n'a mentionné la vraie tragédie de sa vie, cette autodestruction méthodique qui avait duré un quart de siècle. Yves Montand, vêtu de noir, le visage fermé, n'a pas prononcé un mot. Il est resté debout près du cercueil, immobile comme une statue, les yeux secs. Certains ont trouvé son attitude choquante, indigne. Ils ne comprenaient pas que Yves avait déjà pleuré toutes les larmes de son corps pendant ces 25 années, qu'il n'avait plus rien à donner, même pas des larmes. Il était vide, épuisé, détruit lui aussi par cette guerre conjugale qui n'avait fait que des perdants. Après la cérémonie, il est rentré place Dauphine, dans cet appartement désormais vide, et il s'est assis dans le fauteuil où Simone passait ses journées. Il est resté là pendant des heures, fixant le vide, incapable de penser, incapable de ressentir quoi que ce soit. Il était libre, enfin, mais cette liberté avait le goût amer de la défaite. Les années qui ont suivi la mort de Simone ont été étranges pour Yves Montand. Il a continué à travailler, à tourner des films, à donner des concerts. Mais quelque chose en lui s'était brisé définitivement. Ses proches racontent un homme devenu taciturne, mélancolique, hanté. Il parlait souvent de Simone, toujours avec un mélange de tendresse et de terreur. « Elle était plus forte que moi », disait-il. « Elle a gagné, même morte. Je la sens encore partout dans l'appartement. Je l'entends rire de moi. » Certains amis lui ont conseillé de déménager, de vendre cet appartement chargé de tant de souvenirs douloureux. Mais Yves a refusé. « Je ne peux pas partir. Ce serait la trahir une fois de plus, et je lui ai fait assez de mal comme ça. » Il est resté place Dauphine jusqu'à sa propre mort, en 1991, prisonnier volontaire du fantôme de Simone. Il a eu quelques liaisons, dont une avec une jeune assistante qui lui a donné un fils sur le tard. Mais même ces relations étaient empoisonnées par le souvenir de Simone. Yves comparait sans cesse ces femmes à celles qu'il avait détruites, et aucune ne trouvait grâce à ses yeux. Il était condamné à aimer éternellement une morte, à porter le poids de sa culpabilité jusqu'à son dernier souffle. Et Marilyn Monroe dans tout ça? Celle qui avait involontairement déclenché cette tragédie? Elle était morte depuis 23 ans quand Simone s'est éteinte, mais son fantôme continuait à hanter cette histoire. Car au fond, Marilyn avait été la première victime de ce triangle maudit. Elle qui cherchait désespérément l'amour, qui se jetait dans les bras de chaque homme en espérant trouver enfin celui qui la sauverait, avait rencontré en Yves Montand un homme déjà pris, déjà enchaîné à une femme qui ne le lâcherait jamais. Leur liaison avait été brève, intense, mais sans avenir. Yves était retourné à Simone, et Marilyn était restée seule, une fois de plus, avec ses démons et ses somnifères. 2 ans plus tard, elle était morte dans des circonstances troubles, officiellement d'une overdose accidentelle, mais les rumeurs de suicide n'ont jamais cessé. Certains ont même suggéré que la trahison de Montand, qui lui avait promis l'amour éternel avant de l'abandonner pour retourner auprès de sa femme, avait contribué à sa descente aux enfers finales. Vraie ou fausse, cette théorie ajoute une couche supplémentaire de tragédie à cette histoire déjà saturée de douleur et de mort. Aujourd'hui, plus de 35 ans après la mort de Simone Signoret, que reste-t-il de cette histoire? Des films magnifiques, bien sûr, où l'on peut encore admirer le talent immense de cette actrice hors norme. Des livres, des documentaires, des articles qui tentent de comprendre, d'expliquer, de juger. Mais surtout,
il reste une question lancinante, obsédante, à laquelle personne ne peut vraiment répondre. Simone Signoret a-t-elle eu raison? Était-ce une victoire ou une défaite? A-t-elle réussi à punir Yves Montand ou s'est-elle simplement punie elle-même? La réponse dépend probablement de chacun, de notre propre rapport à l'amour, à la trahison, au pardon. Certains voient en Simone une héroïne tragique, une femme qui a refusé de se soumettre, qui a transformé sa douleur en arme et qui a mené son combat jusqu'au bout. D'autres y voient une femme prisonnière de son orgueil, incapable de pardonner, qui a gâché les 25 dernières années de sa vie dans une quête de vengeance stérile et autodestructrice. La vérité, comme toujours, se situe probablement quelque part entre ces deux extrêmes. Simone Signoret était une femme complexe, brillante, passionnée, qui a fait des choix terribles mais cohérents avec ses valeurs, avec sa vision de l'amour et de la fidélité. Ce qui est certain, c'est que son histoire nous interroge tous. Elle nous force à nous demander ce que nous ferions à sa place. Comment nous réagirions face à une trahison aussi publique, aussi humiliante? Pardonnerions-nous? Partirions-nous? Ou choisirions-nous, comme Simone, de rester et de transformer notre douleur en monument vivant? Il n'y a pas de bonne réponse à ces questions. Chaque choix a son prix, ses conséquences, ses regrets. Mais l'histoire de Simone Signoret nous rappelle que l'orgueil, aussi légitime soit-il, peut devenir un poison mortel. Que la vengeance, aussi satisfaisante qu'elle puisse paraître sur le moment, finit toujours par se retourner contre celui qui la poursuit. Et que l'amour, quand il se transforme en obsession, peut détruire aussi sûrement que la haine. Simone aimait Yves, de cela personne ne doute. Mais cet amour, au lieu de la libérer, l'a enchaînée à lui d'une manière encore plus terrible que n'importe quel mariage. Elle est devenue prisonnière de sa propre stratégie, incapable de renoncer à sa vengeance même quand celle-ci la tuait à petit feu. Et maintenant, une dernière révélation, découverte seulement en 2015 lors du tri des archives personnelles de Yves Montand. Parmi ces papiers, on a trouvé une lettre qu'il avait écrite à Simone quelques jours après sa mort, mais qu'il n'avait jamais envoyée, évidemment. Dans cette lettre, Yves écrivait « Côte 2022, tu as gagné, Simone. Tu voulais que je me souvienne de toi toute ma vie, que je porte le poids de ma faute jusqu'à ma mort. Mission accomplie. Mais sais-tu ce qui me fait le plus mal? Ce n'est pas la culpabilité, ce n'est pas le remords, c'est de savoir que nous aurions pu être heureux. Que si j'avais été plus fort, si tu avais été capable de pardonner, nous aurions pu avoir 25 années de bonheur au lieu de 25 années d'enfer. Nous nous sommes détruits mutuellement. Et pourquoi? Pour une aventure stupide qui n'a duré que quelques semaines. Marilyn n'était rien pour moi. Toi, tu étais tout. Mais je ne te l'ai jamais dit, et maintenant il est trop tard. Alors oui, tu as gagné, mais nous avons tous les deux perdu. Cette lettre, d'une lucidité déchirante, résume toute la tragédie du couple Montand-Signoret. Deux êtres qui s'aimaient profondément, mais qui ont été incapables de surmonter une blessure, de pardonner une faute, de choisir la vie plutôt que la mort lente. Voilà donc l'histoire complète de Simone Signoret, cette femme magnifique qui a choisi de se transformer en monstre pour punir l'homme qu'elle aimait. Une histoire de passion, de trahison, d'orgueil et de destruction. Une histoire qui nous rappelle que l'amour, ce sentiment que nous célébrons comme la plus belle chose au monde, peut aussi devenir la plus terrible quand il se transforme en obsession vengeresse. Simone Signoret est morte à 64 ans, le corps détruit par l'alcool, le cœur rongé par la haine. Mais elle était morte en ayant accompli ce qu'elle s'était promis, rester jusqu'au bout, forcer Yves à la regarder mourir, graver sa culpabilité dans son âme pour l'éternité. Était-ce une victoire? Chacun jugera selon sa propre conscience. Mais une chose est sûre, cette histoire ne laisse personne indifférent. Elle nous bouleverse, nous interroge, nous force à réfléchir sur nos propres choix, nos propres blessures, notre propre capacité à pardonner ou à nous venger. Et c'est peut-être là le véritable héritage de Simone Signoret, non pas ces films, aussi magnifiques soient-ils, mais cette question lancinante qu'elle nous pose depuis sa tombe. Jusqu'où êtes-vous prêts à aller pour punir celui qui vous a trahi? Alors, chers amis, et vous, que pensez-vous de Simone Signoret? Était-elle une victime de l'infidélité de Yves Montand?
ou a-t-elle elle-même orchestré sa propre destruction par orgueil? Auriez-vous fait le même choix à sa place? Ou auriez-vous choisi le pardon et la reconstruction? Pensez-vous que son sacrifice valait la peine? Ou qu'elle a simplement gâché les dernières décennies de sa vie dans une quête de vengeance stérile? Nous aimerions vraiment connaître votre opinion, savoir si l'histoire de Simone résonne en vous, si vous aussi vous avez été confronté à des choix similaires dans votre vie. Écrivez-nous dans les commentaires, racontez-nous vos propres expériences, vos propres réflexions sur l'amour, la trahison et le pardon. Et si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. Nous continuerons à vous raconter ces destins extraordinaires, ces vies hors du commun qui nous rappellent que derrière chaque célébrité se cache un être humain avec ses failles, ses douleurs, ses choix terribles. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout et à très bientôt pour une nouvelle histoire qui, nous l'espérons, vous bouleversera autant que